Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie secrète des protéines et aux voyages biochimiques absolument incroyables qu'elles font à l'intérieur de notre corps. Alors, qu'est-ce qui arrive vraiment aux protéines qu'on mange? Eh bien, après un repas bien protéiné, leur parcours dans notre corps c'est beaucoup plus complexe et surprenant qu'on pourrait le croire. En fait, la réponse, c'est un véritable exercice d'équilibriste. C'est une question de vie ou de mort qui se joue à chaque seconde dans nos cellules. Un jonglage constant entre construire, décomposer et détoxifier. Et c'est absolument crucial pour notre survie. Allez, commençons par le commencement, par les bases, les acides aminés. Ce sont vraiment les briques élémentaires de toutes les protéines. Alors voilà, chaque acide aminé a une sorte de squelette commun, avec un carbone au centre, un groupe aminé d'un côté, un groupe carboxyle de l'autre, mais ce qui fait toute la différence, ce qui rend chacun unique, c'est cette fameuse chaîne latérale, le groupe R. C'est ça qui lui donne ses propriétés bien spécifiques. Et il faut savoir que sur la vingtaine d'acides aminés qui servent à fabriquer nos protéines, il y en a 9 qu'on appelle essentiels. Pourquoi essentiels? Tout simplement parce que notre corps est incapable de les fabriquer lui-même. On est donc obligé de les trouver dans ce qu'on mange. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va entrer dans le vif du sujet. On va voir les deux grands chemins que peuvent prendre ces acides aminés une fois qu'ils sont dans notre corps. Imaginez une sorte de réserve commune d'acides aminés, un pool comme on dit. C'est un réservoir qui est en flux constant. Il est alimenté par ce qu'on mange, bien sûr, mais aussi par la dégradation de nos propres protéines. Et à partir de cette réserve, le corps va piocher, soit pour construire de nouvelles choses, soit pour produire de l'énergie. Donc voilà, on a vraiment deux voies bien distinctes. Soit on est dans la construction, l'anabolisme, on fabrique de nouvelles protéines, soit on est dans la dégradation, le catabolisme. Et là, on démonte les acides aminés pour en faire de l'énergie. Et là, il y a un truc super important à comprendre. Contrairement au sucre ou aux graisses, le corps ne sait pas stocker les acides aminés. Il n'a pas de garde-manger à protéines. Ça veut dire que tout ce qui est en trop, eh bien, il faut s'en occuper tout de suite. Environ 75% sont recyclés, mais les 25% qui restent sont dégradés, principalement dans le foie. Et c'est là que ça devient intéressant et un peu dangereux. Parce que décomposer ces acides aminés en trop, ce n'est pas anodin. Ce processus, il a une face cachée, une conséquence potentiellement toxique. Le truc, c'est que quand on veut utiliser un acide aminé comme carburant, on ne peut pas juste le brûler comme ça. Il y a un problème, sa partie qui contient de l'azote. Le corps doit absolument s'en occuper en premier. Ce processus, le catabolisme, va donc couper l'acide aminé en deux. D'un côté, on a le squelette carboné, ça c'est la partie énergie, c'est le bon carburant. Mais de l'autre côté, on se retrouve avec le groupe aminé, et c'est lui le problème, parce qu'il contient cet azote dont il faut se débarrasser. Et ce fameux groupe aminé, une fois isolé, il se transforme en quoi? En ammoniac. Et là, attention, l'ammoniac, c'est un poison violent pour notre système nerveux, en particulier pour le cerveau. Il faut absolument le neutraliser. Heureusement, notre corps est une machine incroyable. Pour gérer ce poison qu'il produit lui-même, il a mis au point un mécanisme de détox super élégant et vital, le fameux cycle de l'urée. Alors, ce cycle, c'est une série de réactions chimiques qui transforment cet ammoniac toxique en une substance inoffensive, l'urée. Tout ça, ça se passe où? Majoritairement dans le foie. Et c'est un processus en deux temps, qui commence dans la mitochondrie de la cellule, sa petite usine à énergie, pour ensuite continuer dans le cytosol. Pour faire simple, on peut voir ça en trois grandes étapes. D'abord, dans la mitochondrie, l'ammoniac entre dans la danse et il est converti en citruline. Ensuite, cette citruline passe dans le cytosol où d'autres réactions ajoutent un deuxième atome d'azote. Et à la fin, le cycle aboutit à la production d'urée. L'urée, elle, est non toxique et très important, soluble dans l'eau, donc facile à éliminer. Et on arrive à l'étape finale qui est vraiment la clé de voûte de tout le système. Une enzyme, l'arginase, vient couper une molécule pour libérer l'urée. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, elle régénère la molécule de départ, l'ornithine. Du coup, le cycle peut repartir pour un tour, immédiatement. C'est une boucle parfaite. Si on fait le bilan de toute l'opération, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le corps consomme de l'ammoniac, du bicarbonate et surtout de l'énergie, sous forme d'ATP pour fabriquer de l'urée. En gros, il investit de l'énergie pour transformer un déchet dangereux en quelque chose de totalement inoffensif. Bon, ce système est super efficace, mais que se passe-t-il s'il y a un grain de sable dans l'engrenage? Qu'est-ce qui arrive si cette machinerie de détox se dérègle? Eh bien là, les conséquences peuvent être vraiment graves. Parce que si le cycle de l'urée ne fonctionne pas bien, l'ammoniac ne peut plus être éliminé. Résultat, il s'accumule dans le sang.
Et quand sa concentration dépasse un certain seuil, on parle d'hyperammoniémie. Et là, c'est toxique, surtout pour le cerveau. Alors, pourquoi ce cycle pourrait-il tomber en panne? Ça peut être un problème génétique, un déficit primaire où il manque une des enzymes du cycle, ou alors ça peut être secondaire à cause d'une maladie du foie, par exemple. Dans tous les cas, les symptômes sont souvent neurologiques, confusion et ça peut même aller jusqu'au coma. Comme on le voit ici, on a les causes primaires, qui sont des défauts directs dans les rouages du cycle. Puis on a les causes secondaires, où le cycle est inhibé par un autre problème. Et enfin, il y a les causes acquises, la plus connue étant l'insuffisance hépatique. Si le foie ne fonctionne plus, le cycle de l'urée ne peut plus faire son travail, c'est logique. Tout ça nous montre bien à quel point ce cycle de l'urée est un processus vital. Il tourne en permanence, en silence, dans nos cellules, pour protéger notre cerveau des déchets toxiques de notre propre métabolisme. C'est un gardien silencieux, absolument essentiel. Alors la prochaine fois qu'on se fait un bon repas riche en protéines, peut-être qu'on aura une petite pensée pour cette incroyable usine chimique qui tourne à plein régime à l'intérieur de nous. Cette alchimie silencieuse, c'est ni plus ni moins ce qui nous permet de vivre. C'est quand même fascinant, non ?